J'ai besoin de connaître d'autres hommes pour savoir si tu es le bon. Sinon, le mariage est annulé, a exigé ma fiancée. J'ai dit, d'accord. Le lendemain, j'ai annulé la salle de réception, rendu la bague et déménagé. Pendant qu'elle faisait ses expériences, elle a appelé, paniquée. J'ai dit, le mariage est annulé. Profite bien, et j'ai raccroché. La facture finale du traiteur était posée sur le comptoir de la cuisine, un rappel brutal que dans 73 jours, j'étais censé être un homme marié. Je n'étais pas nerveux, j'étais serein, dans le bon sens du terme. Le genre de calme qui vient de la certitude d'avoir construit quelque chose de solide. J'avais passé la soirée à comparer les étapes du GR20 en Corse pour notre lune de miel, mon ordinateur portable me chauffant les genoux pendant que Camille feuilletait un magazine de mariage à l'autre bout du canapé. Le silence entre nous était du genre confortable, du moins c'est ce que je croyais. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu la tension. C'était dans la façon dont son pouce tapotait un rythme frénétique contre la page glacée, dans la crispation de sa mâchoire. Elle ne lisait pas. Elle répétait. « Tu es silencieuse ce soir », ai-je dit en fermant mon ordinateur. Elle a sursauté, comme si je l'avais surprise en pleine action. Juste fatiguée. Les préparatifs du mariage, c'est beaucoup. On a passé le plus dur. Maintenant, ce ne sont que les détails amusants, ai-je offert avec un sourire. Sauf si tu as des doutes sur la fontaine de chocolat. Elle n'a pas souri en retour. Elle a refermé le magazine d'un coup sec. En fait, Julien, il faut qu'on parle. Du mariage, de nous. Un filet froid, comme la première goutte d'eau glacée, a coulé le long de ma colonne vertébrale. D'accord, parlons. C'est le budget ? Parce qu'on peut réduire ce n'est pas l'argent, a-t-elle interrompu, sa voix anormalement stable. Elle s'est tournée vers moi, repliant ses jambes sous elle. Son expression était un étrange mélange de détermination et de pitié qui m'a noué l'estomac. C'est fondamental. Fondamental ? J'ai répété le mot, essayant d'en extraire le sens. La fondation, c'est qu'on s'aime. Qu'on veut une vie ensemble. C'est plutôt solide, Camille. Mais comment peut-on le savoir, a-t-elle lâché, ses mains s'agitant. Comment je peux le savoir ? Savoir quoi ? Que tu es le bon, a-t-elle dit comme si c'était un terme qu'elle avait étudié dans un manuel. Julien, tu es la seule relation sérieuse que j'ai jamais eue. On s'est mis ensemble à la fac. Et si je me contentais de la facilité ? Et s'il y avait quelqu'un d'autre qui me correspondait mieux, et que je te choisissais juste parce que tu es là ? Parce que tu es une valeur sûre et familière ? Le filet d'eau glacée était maintenant un torrent, gelant mes entrailles. Es-tu en train de dire que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre ? Non, pas spécifiquement. Il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit d'une expérience. D'une certitude. Elle s'est penchée en avant, ses yeux brillants d'une lueur zélée et égocentrique. J'ai besoin de connaître d'autres hommes. De sortir avec d'autres gens, d'être avec eux, pour être sûr. Sinon, je me poserai toujours la question, et je ne peux pas me lancer dans un mariage avec ce genre de doute qui plane sur moi. Ce ne serait juste pour aucun de nous deux. La pièce a légèrement basculé. J'entendais les mots, mais ils semblaient rebondir sur une couche de choc et d'engourdissement nouvellement formée. Alors, tu veux qu'on se sépare ? La phrase semblait étrangère dans ma bouche. Non. Mon Dieu, Julien, tu n'écoutes pas, a-t-elle soupiré, exaspérée, comme si j'étais un élève lent. Pas se séparer, juste faire une pause. Tu m'attends. Je sors. J'aimais l'expérience. Je vis un peu. Et si, après avoir vu ce qu'il y a dehors, je te choisis, alors je saurai que c'est réel. Ce sera inébranlable. Et le mariage reprendra, plus fort que jamais. Elle a marqué une pause, laissant la logique monstrueuse de sa proposition flotter dans l'air entre nous. Comme je ne parlais pas, elle a ajouté le coup de grâce, sa voix s'adoucissant à un ton mielleux et manipulateur. Sinon, le mariage est annulé. Je ne peux pas m'engager avec cette incertitude. Ne veux-tu pas que je sois sûr ? Ne veux-tu pas une femme qui soit à 100%, irrévocablement certaine que tu es sa personne ? Si tu m'aimes, tu comprendras que c'est pour nous. Je l'ai dévisagé. La femme avec qui j'avais planifié un avenir, la famille avec laquelle j'avais partagé d'innombrables dîners,
les rêves que j'avais mémorisés, avaient disparu. À sa place se trouvait une étrangère portant son visage, parlant un langage d'un égoïsme à couper le souffle. L'amour que je ressentais n'a pas disparu. Il a caillé, se durcissant en quelque chose de froid et de lourd dans ma poitrine. J'avais besoin d'une clarté absolue. J'avais besoin de l'entendre le dire dans les termes les plus simples possibles. Ma voix, quand elle est sortie, était étrangement calme. Plate. Laisse-moi être sûr de bien comprendre. Tu demandes formellement que moi, ton fiancé, je mette ma vie, mon cœur et ma dignité en suspens pour une durée indéterminée, pendant que toi, ma fiancée, tu sors et couches avec d'autres hommes. Cette recherche sur le terrain vise à déterminer si ma valeur est suffisamment élevée pour mériter au final le prix d'être ton mari. C'est bien ça, la proposition ? Son visage s'étend pourpré d'irritation. Tu déformes mes propos. Tu fais en sorte que ça paraisse civil et transactionnel. Il s'agit de vérification émotionnelle et expérientielle. Il s'agit de savoir. La question demeure, Camille. Est-ce cela que tu me demandes ? Elle a croisé les bras, le défi solidifiant ses traits. Oui. C'est ce dont j'ai besoin pour nous. Pendant un long moment, il n'y a eu que le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'ai regardé la femme sur mon canapé, la bague de fiançailles scintillant à son doigt, la bague pour laquelle j'avais économisé pendant 4 mois. J'ai vu la conviction totale dans ses yeux, l'absence complète de conscience de l'arme nucléaire qu'elle venait de faire exploser au centre de notre vie commune. Elle croyait vraiment que c'était une demande raisonnable, voire courageuse. L'avenir que j'avais imaginé, la maison, les voyages, les années tranquilles à vieillir ensemble s'est dissipé comme de la brume. Tout ce qui restait était la vérité brute et simple de la personne en face de moi. J'ai hoché la tête slowly. D'accord, ai-je dit. Un seul mot flottait dans l'air. Le soulagement a inondé ses traits. La tension a fondu de ses épaules, et un sourire doux et triomphant s'est étalé sur son visage. Elle avait gagné. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle s'est dépliée et s'est avancée pour me serrer dans ses bras. Je savais que tu comprendrais. C'est pour le mieux, pour nous. Je me suis levé avant qu'elle ne puisse m'atteindre, ses bras se refermant sur le vide. Je suis fatigué, ai-je dit, le ton plat toujours en place. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Oh. D'accord, a-t-elle dit, le sourire ne faiblissant que légèrement. Elle a confondu mon choc avec un noble sacrifice. On pourra en reparler demain matin. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai marché dans le couloir, j'ai fermé la porte de la chambre d'amis derrière moi et je me suis appuyé contre elle. Dans la pièce sombre et silencieuse, le plan a commencé à se former. Pas un plan de colère ou de vengeance, mais un plan de rupture silencieuse et totale. Le « d'accord » n'avait pas été un consentement. C'était un détonateur, et je venais d'appuyer dessus. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis sombre, sur un lit qui sentait encore le renfermer, et j'ai regardé l'horloge numérique sur la table de chevet égrener ses chiffres rouges les uns après les autres. Le choc initial s'est durci en une certitude froide et limpide. Il n'y aurait pas de conversation le lendemain matin. Il n'y avait plus rien à dire. Sa proposition n'était pas une négociation, c'était une déclaration de ma valeur à ses yeux. Conditionnelle, probatoire, sujette à comparaison. Mon seul pouvoir résidait maintenant dans ma réponse. Alors que la première lueur grise de l'aube filtrait à travers les stores, je suis passé à l'action. J'ai commencé par mon téléphone, en le mettant en silencieux. Je me suis habillé d'un jean et d'un t-shirt uni et des vêtements pour déménager, pour travailler. J'ai rempli un unique sac de sport depuis le placard de la chambre d'amis avec l'essentiel, des vêtements pour une semaine, ma trousse de toilette, mon passeport et les documents importants du coffre-fort Inifuge. Je n'ai pris que ce qui était sans équivoque à moi ou ce qui ne contenait aucun souvenir d'elle. Le pull qu'elle m'avait acheté pour notre premier Noël est resté plié dans le tiroir. Le recueil de poésie qu'elle avait dédicacé avec un mot doux est resté sur l'étagère. J'ai agi avec un silence méthodique qui me semblait à la fois étranger et juste. Ce n'était pas une fuite passionnée, c'était un retrait stratégique. Mon premier appel a eu lieu à 8h01, à l'instant même où le bureau de la salle de réception ouvrirait. Je me tenais dans la cuisine vide, la facture finale du traiteur toujours comme une moquerie sur le comptoir. Oui, bonjour, ai-je dit, ma voix parfaitement, poliment plate.
C'est Julien Dubois. J'ai une réservation de mariage pour le 15 septembre. Je dois l'annuler immédiatement. La coordinatrice à l'autre bout du fil, une femme nommée Diane qui s'était extasiée sur notre histoire d'amour des mois auparavant, a émis un bruit de sympathie. Oh, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Est-ce que tout va bien? Voudriez-vous discuter d'un report? Non. Une annulation permanente. Un décès dans la famille. Le mensonge était lisse et froid. Je comprends que nous perdrons la compte. Ce n'est pas un problème. Veuillez m'envoyer par courriel la confirmation d'annulation formelle et toute facture finale. Bien sûr, Monsieur Dubois. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Merci. J'ai raccroché. Un par un, j'ai démantelé l'avenir que nous avions construit. Le traiteur, le photographe, le groupe de musique. Chaque appel était une variation du même thème, poli, ferme, final. J'ai invoqué la même tragédie familiale fictive. J'ai accepté chaque pénalité financière sans discuter. L'argent n'était qu'un chiffre sur un écran, ma libération de ce spectacle n'avait pas de prix. La dernière pièce était la bague. J'ai conduit jusqu'à la bijouterie dans la quiétude du matin. Le même homme qui m'avait aidé à la choisir il y a 2 ans, ses yeux bienveillants et excités, me regardait maintenant avec une profonde pitié alors que je posais la boîte en velours sur le comptoir en verre. Je dois rendre ceci, ai-je dit. Est-ce que tout va bien, mon garçon? Les fiançailles sont rompues. Quelle est votre politique de retour? Il a traité le retour, le visage solennel. Lorsqu'il m'a remis le reçu, une fraction de ce que j'avais payé remboursé sur ma carte, il a dit, vous trouverez la bonne personne. Je crois que je viens d'éviter la mauvaise, ai-je répondu avant de partir. De retour à l'appartement, le silence était profond. Camille dormait encore, ou faisait peut-être semblant. J'ai fini de faire quelques cartons avec mes livres, mon ordinateur portable, la petite boîte à outils qui était à moi. J'ai laissé derrière moi les photos encadrées, les plaids que nous partagions, le service de vaisselle que nous avions choisi ensemble. Je ne voulais aucune relique. Alors que je portais le dernier carton jusqu'à ma voiture, un souvenir a jailli, non sollicité et brutal. La nuit où je l'avais demandé en mariage. C'était sur une jetée surplombant le lac d'Annecy, pas original, mais c'était son truc. Elle avait pleuré, un son heureux et haletant, et avait jeté ses bras autour de mon cou en me chuchotant, oui. Oui, 1000 fois oui. À l'oreille. La bague avait étincelé sous les guirlandes lumineuses. Le sentiment cette nuit-là avait été celui d'une certitude absolue, méritée. Moi, j'avais été sûr. La cruauté de sa nouvelle exigence que sa certitude nécessite la dégradation de ce que nous avions m'a frappé à nouveau, non pas comme une douleur, mais comme un fait éclairant. Cette nuit-là sur la jetée, j'avais fait ma demande à un fantôme. J'ai laissé la clé de l'appartement sur le comptoir de la cuisine, juste au-dessus de la facture du traiteur. La boucle était bouclée. J'ai fermé la porte pour la dernière fois, entendant le clic doux et définitif du loquet. Mon nouvel espace temporaire était un studio meublé Airbnb en centre-ville de Lyon. Générique et propre, il sentait le nettoyant aux agrumes et la neutralité. J'ai posé mon sac de sport sur le plancher en bois nu. Le vide de l'endroit était un soulagement. C'est à ce moment-là que mon téléphone, maintenant en silencieux mais réglé sur vibreur, a commencé à danser sur le comptoir de la kitchenette. Camille. Je l'ai regardé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. 1 minute plus tard, il a recommencé. Je ne l'ai pas touché. Puis la notification d'un message vocal est apparue. J'ai versé un verre d'eau. Je me suis assis sur le canapé rigide. J'ai bu une lente gorgée. Puis, et seulement alors, j'ai écouté le message. Sa voix a rempli la pièce stérile, métallique à travers le haut-parleur, empreinte d'une confusion qui tournait déjà à l'anxiété. Salut, je viens de rentrer. Où es-tu? Certaines de tes affaires sont-tu allées chez ta mère? J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie. C'est bizarre. Rappelle-moi. Le rendez-vous s'est bien passé. Bizarre d'en parler. J'ai juste besoin d'entendre ta voix. Appelle-moi, d'accord? Une pause. Une respiration tremblante. D'accord. Salut. Voilà. Le rendez-vous s'est bien passé.
Elle l'avait fait. Elle avait commencé son « expérience » immédiatement, le matin suivant son ultimatum. Elle avait pris un café, ou peut-être plus, avec un autre homme pendant que j'effaçais méthodiquement son existence de mon avenir. Le dernier, faible fantôme de doute, peut-être qu'elle va se réveiller et voir à quel point cet insensé s'est évaporé. Je n'ai pas sauvegardé le message. Je l'ai supprimé. Puis je suis allé dans mes paramètres et j'ai bloqué son numéro. L'action semblait moins une décision émotionnelle qu'un protocole de sécurité nécessaire. Finalement, j'ai envoyé 2 textos. Un à mes parents, le mariage est annulé. Camille et moi, c'est fini. Je suis en sécurité et je vais bien. S'il vous plaît, ne me demandez pas de détails pour l'instant. J'expliquerai bientôt. Je vous aime. Un à mon meilleur ami, Antoine, j'ai annulé le mariage. C'est fini. Pas besoin d'en parler, je ne voulais juste pas que tu la prennes par la rumeur. Je prends un peu de distance. Sa réponse a été quasi instantanée, putain de merde. Tu vas bien? Mon canapé est à toi. Je vais bien. Merci, mec. J'ai éteint mon téléphone. Le silence dans le studio était complet, profond, et pour la première fois depuis des années, entièrement mien. La première semaine dans le studio a été définie par un silence si profond qu'il avait une texture. Ce n'était pas le calme passif d'une maison vide, c'était une immobilité active, choisie. Je n'ai pas allumé la télévision. J'ai laissé mon téléphone rester une plaque sombre et inerte. Les seuls sons étaient le bourdonnement du mini-réfrigérateur, le bruit de l'eau dans la douche, le grattement d'un couteau sur une tartine. J'existais entre des parenthèses de ma propre fabrication. Le sommeil que j'avais manqué la nuit de l'ultimatum m'a rattrapé par vagues lourdes et sans rêve. Je m'effondrais pendant 10 heures, me réveillais désorienté, et faisais du café dans le silence, en regardant le mur de briques du bâtiment d'en face. La clarté initiale de mes actions, alimentée par l'adrénaline, s'est transformée en un chagrin sourd et constant. Mais c'était un chagrin étrange. Je ne pleurais pas Camille, pas la personne qui avait posé cet ultimatum. Je pleurais le fantôme qu'elle avait tué, la femme que je pensais qu'elle était, l'avenir que j'avais peint avec tant de soin. C'était comme pleurer un personnage de livre qui avait une fin terrible et abrupte. L'injustice de la situation me montait parfois à la gorge, amère et métallique. J'avais été loyal. J'avais planifié une vie. J'avais économisé. J'avais écouté. J'avais été présent pour les drames de sa famille. J'avais appris à aimer le terrible film d'auteur qu'elle adorait. J'avais fait tout ce qu'on est censé faire, et ma récompense était d'être mis sur une étagère comme un produit en attente d'assurance qualité, ma valeur devant être déterminée par un test de marché auquel je n'avais jamais consenti. Un après-midi, debout dans la kitchenette stérile, la question a finalement émergé des profondeurs, est-ce que je n'étais pas assez bien? Dès que j'y ai pensé, j'ai su que c'était la mauvaise question. C'était le piège qu'elle avait tendu. La question ne portait pas sur ma valeur, elle portait sur son incapacité à la reconnaître. Il s'agissait d'un vide en elle qu'aucune autre personne ne pourrait jamais combler, un puissant fond de besoin de validation externe qu'elle appelait certitude. Mon crime n'était pas d'être inadéquat. Mon crime était de croire que mon adéquation était le but. Avec cette prise de conscience, le dernier lien de confusion s'est rompu. Le chagrin a commencé à se retirer. Pas complètement, mais assez pour voir le rivage. J'ai rallumé mon téléphone, me préparant à un assaut. Quelques textos inquiets de mes parents et d'Antoine, auxquels j'ai répondu par de brèves réponses rassurantes. Rien du numéro de Camille. Il était toujours bloqué, mais le journal d'appel montrait une série de tentatives appelants inconnus. Je les ai supprimés. Je ne l'ai pas débloqué. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à remplir le silence de nouveaux sons. J'ai trouvé un sentier de course le long du Rhône. Au début, mes poumons brûlaient et mes jambes protestaient, lourdes d'inertie. Mais j'ai continué. Le rythme de mes pieds sur le chemin, le claquement de ma propre respiration, sont devenus une méditation. Je ne fuyais rien, je courais vers une version de moi-même que j'avais négligée, celle dont l'énergie n'était pas dépensée à gérer le calcul émotionnel de quelqu'un d'autre. J'ai renoué avec Antoine, non pas pour une séance de lamentation, mais pour une bière et un match de foot. Il n'a pas insisté pour avoir des détails, il m'a juste tapé sur l'épaule et a dit « Tu as l'air plus léger,
mec. Et c'était le cas. Au travail, un projet que j'avais proposé sans grande conviction des mois auparavant, mis de côté par la planification du mariage, a soudainement capté toute mon attention. Je me suis plongé dans les données, la stratégie. Mon patron l'a remarqué. C'est brillant, Julien. C'est le genre de concentration dont je me souviens. La promotion qui avait semblé une possibilité lointaine a commencé à ressembler à une conséquence inévitable de cette nouvelle concentration non diluée. J'ai acheté une unique orchidée, ridiculement chère, pour le studio. J'ai appris à en prendre soin. J'ai cuisiné des repas pour une personne, en expérimentant des recettes trop épicées pour le goût de Camille. J'ai recommencé à lire de la fiction, me perdant dans des mondes qui n'avaient rien à voir avec le mien. C'était la justice tranquille. Pas une vengeance spectaculaire, mais l'acte quotidien et délibéré de construire une vie qui était entièrement, authentiquement la mienne. La paix que j'ai trouvée n'était pas une absence de douleur, mais la présence d'un respect de soi profond et grandissant. Son expérience était sa prison. Mon silence était ma fondation. Après environ un mois, la curiosité froide et clinique a pris le dessus. Un soir, j'ai débloqué son numéro. Je ne l'ai pas fait pour rouvrir une porte. Je l'ai fait pour confirmer que la porte était soudée et pour voir quels débris s'étaient accumulés contre elle. Le téléphone a vibré une fois, puis a commencé une convulsion frénétique, presque continue. Notification après notification s'empilait sur l'écran, une chronologie de son effondrement. Des dizaines de textos, des pages d'appels manqués, des alertes de messagerie vocale s'entassaient comme des verdicts non lus. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai juste regardé les notifications fleurir, un monument numérique aux conséquences de ses propres paroles. Puis j'ai posé le téléphone face contre table. J'ai fini mon chapitre. J'ai arrosé mon orchidée. Le silence dans mon appartement n'était plus vide. Il était plein de ma propre vie. L'orchidée sur mon rebord de fenêtre avait fait pousser une nouvelle feuille cireuse. Ma promotion au travail avait été confirmée, un nouveau titre, une augmentation significative, un bureau avec vue sur le Rhône le long duquel je courais désormais. Ma paix n'était plus un silence défensif, c'était un état actif et florissant. Les notifications qui avaient inondé mon téléphone lorsque j'avais débloqué Camille reposaient là comme une archive scellée. Je ne les avais pas ouvertes. Elles étaient une preuve, non pas pour moi, mais un témoignage du chemin que j'avais choisi de ne pas emprunter. La curiosité, cependant, est une froide compagne. Un samedi pluvieux, un livre dans une main et une tasse de café dans l'autre, j'ai finalement ouvert le fil de discussion. C'était la chronologie en cascade d'un effondrement. Étape 1, confusion et frustration, les 48 premières heures. Julien, pourquoi m'as-tu bloqué? On doit parler de ça comme des adultes. Tu ne peux pas simplement fuir une conversation. C'est puéril. Ma mère vient d'appeler. La salle de réception a dit que le mariage est annulé à cause d'un décès dans la famille. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Qu'est-ce que tu leur as dit? Appelle-moi maintenant. Étape 2, le revirement paniqué, semaine 1 à 2. Le ton est passé de la colère à la manipulation enjôleuse. D'accord, je comprends. Tu es blessé. Je suis désolé de t'avoir blessé, mais tu réagis de manière excessive. Peut-on s'il te plaît juste parler? Le truc de elle est expérience. Ce n'est pas ce que tu penses. Ça me fait réaliser à quel point on était bien. Ces mecs sont horribles. Ils sont tellement égocentriques. Ils ne veulent qu'une chose. J'ai eu 3 rendez-vous. 3. C'est tout ce qu'il a fallu. Je comprends maintenant. C'est toi le bon. J'arrête tout. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis dans notre appartement. Où es-tu? Il semble si vide sans toi ici. Étape 3, désespoir, semaine 3 à 4. Les messages s'allongeaient, devenaient plus incohérents, ponctués d'envois tard dans la nuit. J'ai dit à mes parents qu'on s'était disputé, que tu avais besoin d'espace. Ils pensent que tu n'es pas raisonnable. Je te défends. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer ça. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu me préparais du thé quand j'étais stressé. Personne ne fait ça. Personne ne me connaît comme toi. Je mets fin à l'expérience.
C'est fini. Je te choisis. J'en suis certaine. Tu m'entends? Je suis sûr. Le mariage peut reprendre. On peut le reprogrammer. Dis juste quelque chose. Julien, j'ai peur. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas ce qui devait se passer. Je les ai lus avec un intérêt détaché et clinique. Il n'y avait ni douleur, ni désir, juste l'observation d'un algorithme prévisible, colère, marchandage, supplication. Le sous-texte de chaque message était clair, mon expérience a donné des résultats insatisfaisants. Veuillez reprendre votre poste de principal fournisseur de réconfort. J'allais fermer l'application quand mon téléphone a vibré dans ma main. Pas un texto, un appel. Mélissa, la sœur de Camille. J'ai laissé sonner 3 fois. Ça, ai-je décidé, j'allais y répondre. Pas pour elle, mais pour poser une limite qui, espérons-le, lui serait rapportée. J'ai accepté l'appel. Mélissa? Julien. Enfin. Mon Dieu, as-tu la moindre idée de ce que tu fais? Sa voix était une explosion de statique accusatrice, dénuée de toute salutation. Camille est anéantie. Elle est dévastée. Elle ne peut plus manger, elle ne peut plus dormir. Ce que tu fais est tellement cruel. J'ai attendu un instant qu'elle finisse. Y a-t-il une raison spécifique à ton appel? La raison, c'est que tu dois arrêter ce traitement par le silence ridicule et te comporter comme un homme. Elle a fait une erreur, d'accord? Une petite erreur humaine. Mais tu es en train de détruire tout votre avenir pour une petite dispute. Tu détruis tout. Il n'y a pas eu de dispute, Mélissa, ai-je dit, ma voix calme et basse. Elle a posé un ultimatum. Je l'ai accepté. Le mariage est annulé. Ma décision est définitive. Un ultimatum? Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'être rassurée, d'un peu d'espace pour être sûre. Tu déformes la situation parce que ta fierté est blessée. Pour l'amour de Dieu, elle t'aime. Vas-tu vraiment jeter 5 ans à la poubelle parce que tes sentiments ont été froissés? Sois le plus mature. Appelle-la. Je pouvais voir le scénario familial se dérouler perfectly. Camille avait raconté sa version de l'histoire, minimisant sa demande en un vague besoin d'être rassurée, me dépeignant comme le méchant susceptible et orgueilleux. Je suis le plus mature, ai-je répondu, la phrase me semblant nouvelle et vraie dans ce contexte. En me retirant d'une situation où mon engagement était traité comme un abonnement conditionnel. Je ne discuterai pas de ça avec toi. Ne me contacte plus. Tu te conduis comme un con, j'ai mis fin à l'appel. J'ai ensuite bloqué le numéro de Mélissa. L'action m'a semblé nette, chirurgicale. Les textos du numéro de Camille maintenant débloqués et pouvant donc passer ont repris avec une frénésie renouvelée. Ce n'étaient plus des paragraphes, mais des fragments brisés. Est-ce que ma sœur t'a appelé? S'il te plaît, ne l'écoute pas. Julien, réponds-moi. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Puis ils se sont arrêtés. Pendant 2 jours, il n'y a rien eu. Le silence semblait différent, chargé, comme l'air avant un éclair. Il s'est rompu à 2h17 du matin, un mardi. Mon téléphone, en silencieux, s'est allumé avec le numéro familier. L'appel est allé sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, la notification est apparue. Celui-ci, je l'ai écouté. J'avais besoin d'entendre la fin de l'histoire. Sa voix était un raclement brut et venimeux. Toute prétention de tristesse, toute douceur manipulatrice avait disparu. C'était le noyau, exposé et furieux. Espèce d'arrogant connard, a-t-elle craché les mots. Je pouvais presque voir son visage, empourpré de rage, seul dans cet appartement que nous partagions. Tu te crois trop bien pour moi maintenant? Tu penses avoir remporté une sorte de victoire morale? Tu avais de la chance de m'avoir. J'essayais de nous rendre plus forts, et tu as juste abandonné. Tu es un lâche. Tu ne pouvais pas supporter une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Tu avais besoin que je sois une épouse soumise qui ne remet jamais rien en question, n'est-ce pas? Eh bien, devine quoi? Je ne suis pas cette femme. Je faisais la chose courageuse, la chose difficile, et tu t'es enfui parce que ton ego fragile ne pouvait pas le supporter. Elle hurlait maintenant, sa voix se brisant.
Tu vas mourir seul, Julien. Tu m'entends? Seul. Et moi, ça ira. J'ai des options. Tu as toujours été le choix de la sécurité, et la sécurité, c'est ennuyeux. J'espère que tu apprécieras ta petite vie ennuyeuse et bien pensante. J'en ai fini. J'en ai putain de marre. Il y a eu une dernière respiration saccadée, et l'appel s'est terminé. Dans l'obscurité de mon appartement, je n'ai ressenti qu'une finalité profonde et apaisante. Le masque n'avait pas seulement glissé, il avait été projeté contre le mur et s'était brisé. C'était le véritable produit de son expérience. Pas la certitude, mais un ressentiment corrosif. Elle n'était pas en colère parce que je lui manquais. Elle était en colère parce que j'avais révoqué mon consentement à être son filet de sécurité, son sujet de contrôle. J'avais retiré son option, sûre et ennuyeuse, de la tablée, ce faisant, j'avais révélé sa terrifiante liberté. Elle me détestait pour cela. J'ai sauvegardé ce message vocal. Non pas pour me tourmenter, mais comme un marque-page, la dernière page de ce chapitre particulier. Le lendemain matin, j'ai de nouveau bloqué son numéro, cette fois de façon permanente. Le vernissage de la galerie était l'idée d'Antoine. Sa petite amie, Chloé, était une céramiste talentueuse, et l'une de ses pièces avait été sélectionnée pour une petite exposition collective en centre-ville. Il y aura du vin, des petits craquelins bizarres, et des gens qui feront semblant de comprendre l'art abstrait, avait-il dit. Une soirée tranquille sans enjeu, parfaite. Tu es resté assez longtemps en ermite. Il avait raison. La phase d'ermite avait évolué en une solitude riche et pleine, mais il était temps de réintégrer le cours de la vie. Non pas comme une créature blessée, mais comme un observateur curieux. Je portais une simple chemise bleu marine, sans cravate, des vêtements dans lesquels je me sentais moi-même. Je me sentais bien. Léger. La galerie était un entrepôt reconverti, tout en murs blancs et sol en béton, vibrant du faible brouhaha d'une foule du week-end. J'ai trouvé Antoine et Chloé près d'un socle supportant un superbe vase torsadé qui semblait à la fois fragile et indestructible. Après l'avoir félicité, j'ai erré, un verre de cabernet passable à la main, appréciant l'art sans avoir besoin d'articuler pourquoi. C'est là que je l'ai vue. Camille se tenait près d'une grande toile éclaboussée, la regardant sans la voir. Elle était avec une amie que je reconnaissais vaguement, et elle semblait diminuer. L'énergie vibrante et exigeante qu'elle avait toujours portée était atténuée. Ses épaules étaient légèrement voûtées, et même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir une tension fatiguée autour de ses yeux. Les expériences ne l'avaient pas comblée, elle l'avait usée. Elle fixait son verre de vin comme s'il contenait les réponses. Nos regards se sont croisés. Les siens se sont écarquillés, un éclair de pure reconnaissance électrique les traversant, suivi immédiatement d'un flot de confusion, d'espoir et de panique pure. Elle a murmuré quelque chose à son ami, qui m'a jeté un regard désapprobateur. Camille a lissé sa robe un peu trop habillée pour l'endroit et a commencé à marcher vers moi. Il était impossible de l'éviter sans provoquer une scène, et je n'avais aucune envie de fuir. Ma paix était désormais portable. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, ses yeux me dévorant. Je savais ce qu'elle voyait, un homme debout, à l'aise, le visage détendu, le regard clair. J'avais pris un peu de muscle grâce à la course, perdu la subtile ride de stress constante entre mes sourcils. J'avais l'air, tout simplement, d'aller bien. « Salut », a-t-elle dit, sa voix plus douce que dans mon souvenir. « Waouh. Tu as l'air vraiment bien. »« Bonjour, Camille », ai-je dit, d'un ton poli et neutre. Le ton que l'on utiliserait avec un ancien collègue que l'on n'a pas vu depuis des années. Elle a tressailli, à peine, à cette froideur. Elle a fait un demi-pas en avant. Peut-on parler juste une minute? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup de thérapie, en fait, a-t-elle dit, cette dernière partie comme si c'était une qualification, un gage du travail accompli. Je n'ai pas bougé. Bien sûr. Elle a pris une inspiration tremblante, ses mots dévalant dans une précipitation répétée. J'ai été une idiote. Ce que j'ai demandé était monstrueux. Je le vois maintenant. J'avais peur et je manquais de confiance en moi, et j'ai externalisé ça de la manière la plus toxique possible. Je t'ai traité comme une option, et tu n'as jamais été ça. Tu étais mon choix. Je ne savais juste pas comment le savoir. J'ai écouté, mon expression a changé. Elle disait les bons mots,
les mots pour lesquels j'aurais autrefois vendu mon âme. Maintenant, ce n'était que des sons. Ce n'est pas grave, ai-je dit quand elle a marqué une pause. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Son visage s'est illuminé d'un espoir fragile et désespéré. Elle a confondu mon absence de colère avec une absolution. Alors tu me pardonnes? C'est là que je lui ai offert le cadeau final de la clarté. Il n'y a rien à pardonner, Camille. J'ai pris une petite gorgée de mon vin, mes mouvements calmes. Ta demande était un cadeau. C'était la chose la plus claire, la plus honnête que tu m'aies jamais donnée. Elle m'a montré, en haute définition, exactement ce qu'aurait été notre mariage, une audition perpétuelle. On ne me demandait pas d'être un mari, on me demandait d'être le grand gagnant d'un jeu télévisé auquel je n'avais jamais accepté de participer. Alors, je me suis retiré de la compétition. Son expression pleine d'espoir s'est figée, puis a commencé à se fissurer. J'ai continué, ma voix égale, concentré sur ma propre révélation. Et j'ai découvert quelque chose de profond ces derniers mois. La certitude que tu cherchais à l'extérieur, j'ai fait un geste vague vers le monde extérieur, je l'ai trouvé à l'intérieur. J'ai tapoté ma poitrine une seule fois. La certitude que je ne lierai plus jamais ma valeur à la tournée de validation de quelqu'un d'autre. Cette paix a plus de valeur que n'importe quel imbécile passionné. Pour cette leçon, je suis en fait reconnaissant. Des larmes ont monté à ses yeux, mais c'étaient des larmes de frustration, d'un plan qui échouait. Mais je sais maintenant. Je suis sûr que c'est toi le bon. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans ma vie. J'ai hoché la tête comme pour accuser réception d'un fait météorologique. Je te crois. Elle a cligné des yeux, confuse par l'absence de victoire. Et ça n'a pas d'importance, ai-je dit en terminant ma pensée. Ma certitude est la seule qui gouverne ma vie maintenant. Et je suis certain que je ne serai plus jamais avec quelqu'un qui a besoin de tester ma valeur face à une brochette d'inconnus. Ce paradigme est indigne de moi. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Camille. Sincèrement. Je l'ai vue alors la compréhension totale et dévastatrice s'abattre sur elle. Elle était certaine, et sa certitude était arrivée devant une porte fermée, une porte qu'elle avait elle-même verrouillée. Elle tenait la clé d'une pièce qui n'existait plus. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. L'ami rôdait maintenant, l'air inquiet. Je lui ai offert un petit sourire final et poli, le sourire d'un homme concluant une transaction commerciale réglée depuis longtemps. Profite du spectacle. Je me suis retourné et j'ai marché vers Antoine et Chloé. Antoine a haussé un sourcil. Tout va bien? Ouais, ai-je dit, et je le pensais. Mon rythme cardiaque n'avait même pas augmenté. Tout va bien. J'ai jeté un dernier regard en arrière, par curiosité humaine plus que toute autre chose. Camille était toujours figée sur place, le bras de son ami sur ses épaules, fixant l'espace où je m'étais tenu. Elle avait l'air absolument, complètement seule au milieu de la foule. J'ai tourné mon attention vers le vase de Chloé, vers la conversation, vers le reste de ma vie. Le bruit de la galerie s'est estompé en un agréable bourdonnement de fond. Le silence que j'avais cultivé, la paix que j'avais construite